Salut à tous. Qu'est-ce que ça veut dire quand Washington apporte la guerre, un allègement des sanctions, un cessez-le-feu et un blocus à la même table, puis repart quand même les mains vides? Dans les premières 24 heures du nouveau blocus américain, 6 navires marchands ont fait demi-tour, plus de 10 000 militaires américains, plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'aéronefs ont été affectés à son application, et le pétrole est remonté au-dessus de $100 le baril, avant de redescendre légèrement avec le retour des discussions diplomatiques. Ce n'est pas du bruit de fond. C'est le son du système mondial qui découvre en temps réel que cette crise ne s'est pas terminée à Islamabad. Elle a simplement changé de forme. Parce que ce qui s'est brisé durant le week-end, ce n'était pas une négociation de routine sur des pourcentages et de la paperasse. C'était la collision entre deux logiques politiques qui ne peuvent pas tenir dans la même pièce. Washington voulait un recul stratégique. Téhéran voulait sa survie à ses propres conditions. Et quand ces pourparlers ont échoué, la Maison-Blanche n'a obtenu ni la paix, ni le désarmement, ni la clarté. Elle a obtenu un blocus, un cessez-le-feu fragile et une fenêtre étroite dans laquelle une seule tentative d'arraisonnement, un seul tir de missile, un seul signal mal interprété pourrait faire basculer cette confrontation encadrée vers une guerre ouverte. Voilà la première chose qu'il faut recadrer ici. L'histoire visible, c'est que l'Iran a dit non. L'histoire plus profonde, c'est que les États-Unis ont encore une fois découvert que la pression n'est pas la même chose que le levier. Reuters rapporte que les pourparlers d'Islamabad ont constitué le plus haut niveau de contact direct entre Washington et Téhéran depuis des décennies, mais que les deux camps sont restés divisés sur le dossier nucléaire, sur le détroit d'Ormuz et sur les avoirs liés aux sanctions, même après une séance qui a duré toute la nuit. J.D. Vance est sorti en disant que la méfiance entre Washington et Téhéran ne pouvait pas être réglée du jour au lendemain, tout en affirmant qu'il se sentait bien par rapport à la situation. Lisez ça attentivement. C'est le langage d'un gouvernement qui tente de projeter le contrôle après avoir échoué à conclure l'entente qu'il voulait vraiment. Même maintenant, l'Organisation des Nations Unies dit qu'il est hautement probable que les discussions reprennent. Ce qui veut dire que la diplomatie n'est pas morte à Islamabad. Elle y a calé. Et ça rend ce moment plus dangereux, pas moins dangereux. Parce que la porte diplomatique est encore ouverte pendant que la machine militaire, elle, est déjà en mouvement. Quand la politique et la force commencent à fonctionner sur des horloges différentes, l'histoire devient très coûteuse, très vite. Regardez maintenant la contradiction. La puissance américaine n'a jamais eu de difficulté à démontrer sa portée. Les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran le 28 février. L'appareil militaire iranien a été sérieusement affaibli par des milliers de frappes. Le Pentagone et les analystes peuvent pointer vers une dégradation réelle sur le terrain. Mais même après tout ça, Washington n'arrive toujours pas à imposer simplement l'issue politique qu'il veut. Reuters a rapporté que l'Iran est sorti du conflit non pas comme une puissance triomphante, mais comme un problème plus dur et plus complexe, affaibli, oui, mais plus radical, avec un stock enfoui d'uranium hautement enrichi qui continue de planer au-dessus de chaque négociation. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré en février que l'Iran possédait auparavant 440,9 kg d'uranium enrichi jusqu'à 60% avant les frappes précédentes et qu'une grande partie de la matière la plus enrichie aurait été entreposée dans le complexe de tunnels d'Ispahan. En langage simple, la campagne militaire a endommagé des capacités, mais elle n'a pas effacé la question stratégique. Alors la Maison-Blanche se retrouve maintenant coincée dans l'écart entre détruire assez pour revendiquer un élan et ne pas détruire assez pour supprimer le problème lui-même. C'est là que la fanfaronnade commence à se fissurer, parce que bombarder un adversaire, c'est une chose. Faire disparaître par bombardement la logique qui anime cet adversaire, c'en est une autre. Et cette logique, que Washington l'aime ou non, n'est pas difficile à comprendre. La direction iranienne peut être fracturée, brutale, paranoïaque et profondément idéologique, mais elle n'agit pas au hasard. Elle agit à partir d'une leçon gravée dans la mémoire stratégique de tous les régimes autoritaires qui ont regardé l'après-guerre froide se dérouler.
Si vous abandonnez votre capacité de dissuasion avant d'avoir sécurisé le régime, vous pouvez sauver votre économie et perdre votre État. Voilà pourquoi le langage autour de l'enrichissement compte autant. Plusieurs rapports indiquent que les pourparlers ont porté sur l'ampleur et la durée des limites au programme iranien d'enrichissement, Washington poussant des conditions maximalistes, pendant que Téhéran insistait pour préserver une certaine capacité nucléaire souveraine, ainsi qu'un allègement des sanctions et des pressions sur les avoirs gelés. Il n'est pas nécessaire d'admirer le régime pour comprendre ce calcul. Téhéran voit l'enrichissement non seulement comme un programme technique, mais aussi comme un bouclier, un instrument de négociation et une preuve qu'il ne peut pas simplement être forcé à retourner dans la dépendance. Sauf que la réalité est tout autre que le récit télévisuel bien propre du genre, il n'y a qu'à accepter l'entente. Pour Washington, un recul ressemble à la non-prolifération. Pour Téhéran, un recul total ressemble à une vulnérabilité. Voilà pourquoi chaque camp peut prétendre agir rationnellement tout en se rapprochant de la collision. En coulisses, cependant, le mécanisme qui pousse cette crise est plus grand que la théologie nucléaire ou l'ego diplomatique. Il est question de contrôle maritime, de prix de l'énergie, de résistance politique intérieure et de capacité à faire saigner l'autre camp sur le plan économique sans déclencher une catastrophe générale impossible à contenir. Le blocus en est l'expression la plus claire. Reuters dit que les États-Unis appliquent maintenant cette mesure contre les navires allant vers les ports iraniens ou en partant, en autorisant les cargaisons humanitaires après inspection, mais en avertissant que les bâtiments non autorisés peuvent être interceptés, déroutés et saisis. Ça sonne clinique jusqu'au moment où l'on se rappelle où tout cela se déroule. Le détroit d'Ormuz transporte normalement environ 20 millions de barils par jour, soit à peu près 1/5 de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Le Fonds monétaire international affirme maintenant que la guerre a contribué à faire chuter les perspectives de croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour 2026 à 1,1%, comparativement à 3,9% auparavant. Et il avertit expressément que le conflit a endommagé des infrastructures énergétiques, perturbé le transport maritime, alimenté l'inflation et assombrit les perspectives mondiales. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'un affrontement militaire. C'est un système de pression construit autour d'une question. Qui peut tolérer le plus de perturbations ? L'Iran assiégé, l'Amérique sous pression politique, les États du Golfe exposés aux risques sur leurs infrastructures, l'Europe sous anxiété énergétique et l'Asie sous exposition aux importations. C'est ici que le narratif s'effondre. Il ne s'agit pas seulement de savoir si l'Iran va cligner des yeux, il s'agit de savoir si le monde peut absorber le coup d'attente pour le découvrir. Et une fois qu'on comprend ce mécanisme, la couche suivante devient impossible à éviter. Le véritable public de cette confrontation n'est pas seulement Téhéran ou Washington. Ce sont toutes les capitales, tous les marchés et toutes les classes politiques qui tentent de comprendre si les États-Unis ont encore une théorie fonctionnelle de la coercition au XXIe siècle. Parce que l'ancienne formule était simple. On bâtit une force écrasante, on applique des sanctions, on isole l'adversaire, on démontre sa volonté d'escalader et on force l'autre camp à choisir la soumission plutôt que la souffrance. Mais cette formule continue de se fracasser contre le même mur quand le régime d'en face est prêt à absorber la punition, à exporter l'instabilité et à transformer le temps lui-même en arme. L'Iran observe les cycles politiques américains depuis des décennies. Il a regardé Washington gagner des échanges militaires et, malgré tout peiné, a imposé la fin politique qu'il voulait. Il a vu les États-Unis devenir allergiques aux confrontations longues, confuses et sans issue claire. Voilà pourquoi cet épisode est si inconfortable pour la Maison-Blanche. Non pas parce que l'Amérique est faible, l'Amérique est extrêmement puissante. L'inconfort vient de la possibilité que même une force écrasante puisse s'avérer insuffisante quand la stratégie adverse n'est pas de vous battre proprement, mais de vous coincer dans un entre-deux coûteux où vous ne pouvez pas partir sans avoir l'air plus faible et où vous ne pouvez pas avancer sans faire exploser la facture. Voilà l'étau stratégique, ici. Pas la victoire contre la défaite, mais la domination contre la dérive. Ajoutez maintenant la situation intérieure iranienne et l'image devient plus sombre.
Reuters a rapporté, après l'élimination d'Ali Khamenei, que le système iranien avait été conçu pour survivre à la perte d'un seul homme en dispersant l'autorité entre les institutions cléricales, les organes de sécurité et les réseaux de pouvoir. Mais être conçu pour survivre n'est pas la même chose qu'être conçu pour désamorcer prudemment une escalade sous la pression d'une guerre. Le même reportage de Reuters dit que le véritable centre de gravité, c'est le CGRI, et que la question est de savoir si les gardiens vont sortir affaiblis ou encore plus enracinés. Et ça compte parce que les crises ne sont pas contrôlées par les constitutions sur papier. Elles sont contrôlées par l'institution capable de déplacer la force le plus vite et de présenter l'hésitation comme une trahison. Un système fracturé sous attaque extérieure ne devient pas nécessairement modéré. Il devient souvent plus étroit, plus dominé par la sécurité, et plus convaincu que le compromis invite l'effondrement. Si c'est bien ce qui s'est produit à l'intérieur de l'Iran, alors chaque geste de Washington sera interprété d'abord à travers le prisme de la survie du régime, et seulement ensuite à travers un prisme diplomatique. Ça rend la marge d'erreur presque inexistante. Et ça signifie que l'acteur le plus dangereux dans la pièce peut être pas le politicien le plus bruyant au micro, mais le commandant qui croit qu'une escalade maintenant coûtera moins cher qu'une humiliation plus tard. C'est aussi pour ça que les prochaines 72 heures comptent autant, même si personne ne veut dire guerre mondiale à voix haute. Le cessez-le-feu tient encore nominalement. Les pourparlers pourraient reprendre au Pakistan dans les prochains jours. L'ONU veut que les négociations se poursuivent. Le ministre chinois des Affaires étrangères a qualifié le cessez-le-feu de très fragile et a exhorté le monde à s'opposer à toute mesure qui pourrait le fragiliser davantage. Pourtant, le blocus est réel. Les avertissements au transport maritime sont réels et le premier véritable test viendra au moment où l'application cessera d'être un avis juridique pour devenir une confrontation physique en mer. Voilà le fil déclencheur. Pas la conférence de presse, pas le discours. Le moment où une équipe américaine d'arraisonnement s'approchera d'un bâtiment ayant des liens avec l'Iran et où Téhéran devra décider s'il avale l'affront, s'il conteste l'acte ou s'il élargit le théâtre du conflit. Si l'Iran encaisse, Washington affirmera que le blocus fonctionne. Si l'Iran conteste, le cessez-le-feu pourrait commencer à mourir par petits morceaux. Et si l'un ou l'autre réagit trop fortement, le Moyen-Orient redécouvrira une fois de plus à quelle vitesse la dissuasion devient représailles et à quelle vitesse les représailles deviennent une liste de cibles que personne n'admettait encore la veille. Il faut donc surveiller les signaux, mais il faut les surveiller de la bonne manière. Regardez si les États-Unis arraisonnent réellement ou détournent des navires plutôt que d'annoncer simplement leur autorité. Regardez si le message iranien passe d'une défiance absolue à un langage plus conditionnel sur l'enchaînement des mesures, les inspections ou de futures rondes au Pakistan. Regardez le pétrole, parce que les marchés sont souvent moins idéologiques que les gouvernements et plus rapides à donner un prix honnête à la peur. Reuters a rapporté que les prix ont bondi au-dessus de $100 après l'échec des pourparlers, pendant que l'administration américaine d'information sur l'énergie rappelle que le détroit d'Ormuz n'est pas un simple canal régional secondaire, mais l'une des artères centrales de l'économie mondiale. Regardez aussi la Chine, parce que Pékin possède un levier sans avoir besoin de théâtre. La Chine achète du pétrole iranien, s'inquiète de sa sécurité énergétique et n'a aucun intérêt à avoir une collision américano-iranienne, envoyer un autre choc dans un système mondial déjà fragile. Si Pékin décide que le coût du silence devient trop élevé, un seul appel discret pourrait ralentir cette crise plus efficacement qu'une semaine complète de menaces publiques. Et regardez la politique intérieure américaine, parce que la coercition a toujours l'air plus propre dans les documents stratégiques qu'à la pompe à essence. Reuters a même rapporté que Mohammad Bakr Kalibaf a réagi sur les réseaux sociaux en publiant le prix de l'essence dans la région de Washington et en lançant aux Américains qu'ils devraient profiter des prix actuels, qu'ils le peuvent encore. Message grossier, message efficace. Parce que chaque confrontation de ce type finit par cesser d'être abstraite et commence à apparaître dans le seul langage qu'une démocratie n'ignore jamais longtemps. Les prix, l'incertitude et la peur que plus personne ne tienne vraiment le volant. Et c'est là qu'on arrive à la véritable question de souveraineté cachée sous les manchettes. Qui contrôle réellement les conditions de l'ordre dans un monde comme celui-là? Pas les slogans,
pas les discours moraux, pas les cartes qu'on montre à la télévision. Les conditions de l'ordre sont fixées par celui qui peut transformer la géographie en levier, la perturbation en pouvoir de négociation et l'endurance en influence politique. L'Iran ne peut pas construire davantage que les États-Unis. Il ne peut pas voler davantage que les États-Unis. Il ne peut pas dépenser davantage que les États-Unis. Mais il peut encore tenir un goulet d'étranglement près du centre du système énergétique, préserver assez d'ambiguïté nucléaire pour maintenir la diplomatie sous la tutelle de la vérification et exploiter le fait que les démocraties modernes sont puissantes à l'extérieur et impatientes à l'intérieur. Voilà pourquoi cette crise compte au-delà de l'Iran. Elle révèle encore une fois que les limites de la puissance sont souvent non pas militaires, mais politiques, économiques et psychologiques. Une superpuissance peut imposer un blocus et quand même paraître stratégiquement contrainte. Un régime durement frappé peut perdre du territoire, des infrastructures et des dirigeants de haut rang, et malgré tout imposer un risque à tout le monde. Ce n'est pas un signe que la force ne compte plus. C'est un signe que la force sans fin crédible ressemble vite à du théâtre avec des porte-avions. Alors non, le fait le plus important ici, c'est pas que les pourparlers de fin de semaine aient échoué. Le fait le plus important, c'est que après 6 semaines de guerre, après des milliers de morts, après les chocs pétroliers, après la dégradation des prévisions de croissance mondiale, après un blocus, après les plus hauts contacts directs en des décennies, les questions stratégiques fondamentales restent entières. Est-ce que Washington peut forcer une issue sur le nucléaire sans payer un prix géopolitique plus large qu'il ne peut pas gérer? Est-ce que Téhéran peut préserver sa dissuasion sans provoquer un niveau d'escalade qui briserait le régime qu'il cherche justement à sauver? Est-ce que la Chine, les États du Golfe, l'Europe et l'Organisation des Nations Unies peuvent garder la structure diplomatique debout assez longtemps pour empêcher que la prochaine rencontre en mer réécrive complètement tout le conflit? Voilà pourquoi les prochaines 72 heures semblent plus vastes qu'une simple fenêtre de crise ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de mouvements militaires. Il s'agit de savoir si le système international possède encore assez de capacité de freinage pour ralentir deux acteurs qui croient chacun que reculer maintenant coûterait plus cher qu'avancer. Et si cette capacité de freinage a disparu, si l'application de la force commence à dépasser la diplomatie, et si l'orgueil commence à dépasser la stratégie, alors la question n'est plus de savoir si une négociation a échoué à Islamabad. La question est de savoir si le monde est entré dans une époque où chaque confrontation non résolue autour d'un point d'étranglement devient un test d'endurance que personne ne peut vraiment gagner. Si c'est là où nous sommes, alors la vraie question n'est plus de savoir si l'Amérique peut forcer l'Iran à dire oui. La vraie question est de savoir si une grande puissance sait encore comment reculer du bord une fois que la force a été mobilisée, que les marchés ont été secoués et que le prestige a été lié au fait de ne pas cligner des yeux. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, ne regardez pas seulement les missiles ou les discours. Regardez la discipline des acteurs, les signaux venus des marchés et les choix faits dans l'ombre entre les menaces publiques et les appels privés. Parce que si les crises les plus dangereuses du monde se décident maintenant dans cet espace étroit entre l'application de la force et le mauvais calcul, alors qu'est-ce qu'il reste exactement de l'ordre une fois que même les États les plus puissants ne parviennent plus à contrôler les conséquences de leur propre pression? Restez sur cette histoire, parce que la réponse à cette question est en train de s'écrire en ce moment même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.